Bon, je pense que vous êtes déjà tous passés par la puberté, à moins que vous soyez encore dedans. Si vous êtes un mec, clairement vous avez échappé à un phénomène naturel assez violent. Et je parle tout simplement des menstruations qu'on appelle plus souvent les règles. Qu'est-ce qui se passe dans le corps féminin et à quel point les effets justement sont éprouvants? Eh bien, approchez mes requins cuivres, je vais vous montrer les conséquences de menstruation de pire en pire. Alors d'ailleurs, j'en profite pour préciser que je vais faire un raccourci en parlant de femmes dans cette vidéo, mais je n'oublie pas bien sûr toutes les personnes menstruées de manière générale, quelle que soit leur identité. On va commencer par les cas spécifiques des toutes premières règles, puis on verra les règles dites normales, puis douloureuses, puis très douloureuses, jusqu'à finir avec les cas les plus extrêmes, notamment l'endométriose, mais pas que. Et du coup, on démarre directement avec les premières règles. Alors je vais vous raconter l'histoire de Chani Pajot, qui est une prof française. Et un jour, une élève de 5e vient la voir, les yeux brillants. En fait, elle lui dit qu'elle veut lui raconter un secret. Et la fillette lui explique alors qu'elle vient d'avoir ses toutes premières règles. Et là, elle semble vraiment heureuse. Elle était tellement refaite qu'elle aurait pu l'annoncer à la terre entière si elle pouvait. À première vue, ce comportement peut paraître un peu bizarre, un peu étrange. Mais pour beaucoup d'adolescentes, les premières règles sont en vrai un soulagement. Notamment parce qu'elles ont la sensation d'être normales, d'être un peu comme les autres filles qui l'ont eu. Certaines ados angoissent même de les avoir plus tard que les autres ou même de ne pas en avoir. Et justement, il se trouve que c'est le cas de notre cobaye. Ah, Gustave, non, laisse tomber, tu peux pas les avoir. Ah, je t'ai pas outillé pour ça, désolé, du coup. Par contre, Gustine, elle peut venir. Après, même si ça peut être plus tôt ou même plus tard, faut le savoir, mais en moyenne, les premières règles, elles surviennent vers l'âge de 13 ans. Mais bon, là, attention, en fait, beaucoup d'adolescentes vivent aussi très mal ce moment. Comme une certaine Georgette, pour qui ça s'est produit à l'âge de 11 ans. À ce moment-là, elle joue chez une voisine, dans le jardin, lorsque tout à coup, elle est prise de maux de ventre. Là, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe, et c'est alors qu'elle sent quelque chose de chaud et de humide couler sur ses jambes. Et là, elle regarde et elle découvre un filet de sang. Bon, à ce moment-là, elle a peur, elle comprend pas, elle sait pas ce que c'est, pourquoi elle saigne. C'est pas ce qui lui arrive. Elle rentre alors chez elle en panique et elle pense qu'elle est en train de mourir. Elle arrive alors en pleurs, elle est incapable de s'exprimer tellement elle est paniquée. Et là, sa mère, elle comprend enfin, elle lui explique. Vous voyez, en fait, d'une personne à l'autre, d'une fille à l'autre, les premières règles sont vécues très différemment. Bref, ça dépend aussi si elles en ont entendu parler ou non avant, quoi. Et de son côté, Gustine est également effrayée. En fait, je sais pas si vous saviez, mais en France, il existait autrefois une étrange coutume. Parce que quand une fille avait ses règles, sa mère ou sa grand-mère lui foutait une baffe. Comme si c'était pas assez traumatisant, quoi. Mais bon, heureusement, cette tradition, elle n'existe plus depuis un petit moment quand même. Par contre, on reparlera plus tard d'une coutume quand même plus violente qui existe toujours aujourd'hui. Bref, dans tous les cas, les menstruations sont donc une étape de la puberté chez la femme. Et en vrai, tout commence dans l'hypothalamus, qui est une région dans le cerveau. Parce que cette région-là commence alors à produire plein d'hormones qui vont être, entre autres, les déclencheurs des règles. Et d'ailleurs, ce processus met souvent en pause la croissance des os. C'est pour ça d'ailleurs que les filles grandissent moins vite que les garçons à ce moment-là. Et ensuite, les parois de l'utérus, elles s'épaississent pour recevoir un ovule fécondé. Mais bon, comme la fécondation n'a pas lieu, donc que la fille ne tombe pas enceinte, cette couche de cellules est alors rejetée par le corps. Parce que faut se le dire, mais quand il y a du sang qui coule, c'est pas juste du sang qui coule en vrai. Lors des règles, j'entends. En fait, ce liquide rouge contient effectivement du sang, mais aussi de la muqueuse, des cellules mortes de la paroi de l'utérus ou encore de l'eau. Et en vrai, en 2007, il y a des chercheurs qui ont même découvert d'étonnantes cellules souches dans les règles. En fait, les cellules souches des règles sont capables de se multiplier bien plus vite que n'importe quelle autre cellule souche du corps. C'est un peu des super cellules, quoi, tu vois. Et certains chercheurs pensent qu'en fait, elles pourraient être capables de soigner des maladies, mais bon, attention quand même aux mauvaises surprises. Le petit souci avec les cellules souches, c'est qu'elles se multiplient à une telle vitesse qu'elles ont tendance à s'emballer quand on les injecte dans un organisme vivant. Elles se mettent à produire des tératomes, un genre de tumeur très agressif. Il peut par exemple produire des dents ou des poils dans l'ovaire, ce qui n'est guère pratique pour se coiffer ou se laver les dents, et ça peut aussi provoquer des cancers mortels. Petit conseil quand même entre nous, ne cherchez jamais de photos de ça sur internet. En tout cas, lors des toutes premières règles, faut le savoir, mais c'est normal si le liquide qui coule, il n'est pas complètement rouge, mais plutôt brun. D'ailleurs, pour certaines ados, ça commence là juste avec une petite tache à peine visible sur le linge. Alors que pour d'autres, les écoulements, ça ressemble plus à des fleuves et ils peuvent durer jusqu'à 8 jours. Bref, dans tous les cas, c'est quand même conseillé d'aller chez le gynéco après les premières règles, déjà pour vérifier que tout se passe bien, mais aussi pour recevoir des conseils, être rassuré, etc. Et justement, il est temps d'entamer les choses sérieuses et de voir certains dangers à connaître. En 2023, une ado, elle a eu ses toutes premières règles, sauf qu'ensuite, il se trouve qu'elle n'a plus rien eu pendant des mois. Là, elle s'est dit, wow, c'est chelou, elle a commencé à s'inquiéter. Pourtant, on lui avait bien dit que les règles, elles sont à peu près une fois par mois. Sauf que pour elle, environ 5 mois plus tard,
Sans rien, c'est là qu'elle a ses deuxièmes règles. Puis, plus rien pendant de longs mois. Et ce qui fait que pendant plus d'1 an, ses règles ont été complètement aléatoires. Entre-temps, elle a fini par en parler à un médecin qui, lui, a pu la rassurer. Et en vrai, vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais en fait, chez pas mal d'ados, les règles mettent un peu de temps quand même à se régler justement. Ils peuvent se produire même parfois plusieurs fois par mois ou rien pendant plusieurs mois. Et il faut à peu près 2 ans pour que ça se stabilise et que ça devienne vraiment, on va dire, régulier quoi. Le temps que le corps s'adapte aux hormones en gros. Et résultat, pendant cette période un peu traître, en fait les ados, les filles peuvent se faire avoir par des règles assez imprévisibles. Comme notre chère Gustine. Par exemple en France, plus d'un tiers des ados auraient déjà subi des moqueries à cause de leurs règles. Et c'est quand même un chiffre assez ouf, mais la moitié des filles, même encore aujourd'hui, ont honte ou ont pu avoir honte d'avoir leurs règles. Mais bon, une fois que les règles se sont stabilisées dans le temps et en quantité, eh bien les règles reviennent en moyenne tous les 28 jours. À peu près comme le cycle de la lune quoi. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cycle menstruel. Après évidemment chaque femme est unique et ça peut varier. D'ailleurs il existe même des applis gratuites qui aident à suivre le cycle menstruel. Et ça va leur permettre de savoir quand elles vont revenir et de détecter s'il y a un truc inhabituel aussi. Mais après il n'y a pas besoin que les règles soient inhabituelles pour que ce soit douloureux, surtout pendant l'adolescence. Mes premiers mois de règles ont été très difficiles. Je me sentais vraiment pas bien dans ma peau ces jours-là. Je ne pensais qu'à rester chez moi, sous la couette. Il m'est arrivé de rester allongée et pliée en deux en pleurant tellement ça faisait mal. Puis, petit à petit, j'ai appris à mieux gérer la douleur et aussi à m'organiser. J'ai eu la chance d'avoir une grande sœur avec qui j'en ai beaucoup parlé et ça m'a permis de mieux accepter. Ce qui fait qu'en fait, les douleurs des règles peuvent aller d'une simple gêne à de véritables crampes. Et tout ça, ça vient de l'utérus qui se contracte pour bien évacuer la couche de cellules en plus. Et donc, ça peut créer un inconfort dans le bas-ventre et parfois aussi dans le dos et les cuisses. Et ces douleurs, en général, en tout cas, elles durent de 1 à 2 journées. Et par contre, attention parce qu'il faut surtout pas prendre d'aspirine pendant ces règles. Parce que ce type d'antidouleur, donc l'aspirine, ça favorise les saignements. Comme c'est un anticoagulant, ça fait que le sang il est plus fluide, donc c'est pas un bon combo quoi. À la place, faut plutôt que vous preniez du paracétamol ou même utiliser une bouillotte comme Gustine, qui fait que grâce à la chaleur, ça va se diffuser dans le ventre et ça va apaiser un peu le bazar. Alors je vous donne une astuce perso, si vous n'avez pas de bouillotte, vous avez un moyen très très simple de pouvoir en faire une. Les tutos de Chris garantissent son vice caché. Alors je l'utilise comme bouillotte moi, mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes une fille du coup pour les règles. C'est que vous prenez une bouteille d'eau, une petite ou une grosse, une bouteille que vous avez déjà vidée du coup et que vous gardez juste pour l'occasion, vous la remplissez d'eau brûlante en fait du robinet et ensuite vous enfilez une chaussette par-dessus et hop, vous avez votre bouillotte et vous vous brûlez pas. C'était le petit tuto bouillotte quoi. Les tutos de Chris garantissent son vice caché. Bon, pour en revenir à nos moutons, plus exactement à nos règles, en fait les douleurs, elles ont tendance quand même à diminuer après les 18 ans. Sauf que Gustine, elle découvrira bientôt que ce ne sera pas le cas pour elle. Au contraire. Bref, dans tous les cas, les règles nécessitent d'utiliser des protections hygiéniques. Comme par exemple celle-là, mais en vrai, c'est pas toujours simple de trouver la bonne. Et ça, c'est ce que raconte une certaine Caro dans un témoignage sur internet. En fait, quand elle était ado, elle avait des règles très abondantes. Du coup, ça l'a forcée à dormir avec un tampon, comme par exemple ça, en plus d'une serviette hygiénique pendant la nuit. Mais pourtant, au matin, elle se réveille souvent avec une grande tache de sang sur les draps. Un peu désespérée, elle a essayé la cup, mais aussi des médicaments pour tenter de réduire les écoulements. Et tout ça, ça lui donnait l'étrange sensation de devoir lutter contre son propre corps. Faut quand même vous le dire, mais la quantité de sang menstruel, il varie. Généralement, c'est pas énorme. C'est juste l'équivalent de 4 cuillères à soupe sur toute la durée des règles. Donc voilà, grâce à des tampons comme celui-là, du coup, ou d'autres, ça se gère. Mais certaines personnes ont des menstruations extrêmement abondantes. D'ailleurs, elles perdent tellement de sang que ça peut conduire à des carences en fer, notamment. Et donc, pour ce genre de personnes, comme par exemple pour Gustine, où c'est le cas, elle doit manger des aliments riches en fer pour essayer de pallier. Bref, chacun son style de protection hygiénique. Mais faites attention au syndrome du choc toxique. En fait, là, c'est un vrai truc hyper important. Il faut changer de protection plusieurs fois par jour, même si le débit n'est pas intense. Parce que sinon, les bactéries, elles peuvent se développer et elles peuvent se propager dans le sang. Et c'est particulièrement le cas, en fait, avec les tampons, comme celui-là. Par exemple, en 2012, une jeune femme de 24 ans est retrouvée inconsciente sur le sol de sa chambre. Elle est transportée en urgence à l'hôpital avec 41 degrés de fièvre. Là, ses organes cessent de fonctionner progressivement. Là, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et le coupable, en fait, c'est un tampon resté trop longtemps à l'intérieur d'elle et qui a provoqué une maladie infectieuse. Et alors, ça allait loin parce qu'en fait, les médecins ont même dû amputer une jambe et un morceau de pied à cette pauvre fille pour lui sauver la vie. Détendons-nous, ça reste quand même un cas rare. Mais néanmoins, le fait de changer du coup de tampon, c'est quand même un conseil santé quand même basique. Par contre, on va voir que en vrai, les règles violentes, ce n'est pas si rare que ça. En fait, les souffrances qui sont liées aux règles, elles viennent surtout de ce qu'on appelle le SPM. Voilà, en gros, c'est le syndrome prémenstruel que Gustine est en train de découvrir.
Alors, il s'agit d'une série de troubles très variés qui commencent quelques jours avant les règles. Et pour Ariane, par exemple, qui partage son expérience sur Internet, alors attention, c'est pas la Ariane dans Noisuli, c'est pas la même, cette Ariane-là, du coup, elle perd toute motivation lorsqu'elle a ce syndrome-là. Alors, de base, en plus, c'est une fille qui est très optimiste, mais en syndrome prémenstruel, là, elle a envie de tout abandonner. Elle pleure devant des documentaires écolos, des fois, elle est même hyper triste ou à fleur de peau sans aucune raison précise. Elle raconte même que son copain n'arrive pas à comprendre pourquoi elle pleure, alors que tout va bien. Et ça conduit parfois même à des disputes entre eux, sachant que lui, il a du mal à comprendre tout ça, donc il n'est pas hyper compréhensif. Mais ça peut aller à un cran au-dessus, puisque une autre fille, une certaine Anne-Laure, elle cumule à la fois les symptômes physiques et psychologiques. Au début, je commence à me dire que ma vie est nulle, que je suis moche et que j'ai grossi. Et tout le monde m'énerve. Je sors mon calendrier, et voilà, ça va en fait, c'est juste le syndrome prémenstruel. J'ai ma poitrine qui gonfle et mon corps aussi, sans parler de mes tétons qui sont durs, donc super sensibles. Des crampes arrivent et des migraines qui se transforment en nausées et en vertiges. C'est le début d'une journée compliquée qui peut me clouer au lit de douleur. Mais c'est pas tout, faut vraiment s'imaginer que la liste des troubles physiques, elle est encore hyper longue. Des rétentions d'eau, des douleurs musculaires ou articulaires, des problèmes digestifs, mais aussi de l'acné, des crampes au ventre, des difficultés à dormir, un manque d'énergie, de la fatigue, et ça peut être un enfer. Et là on se dit, oui mais bon, c'est que quelques femmes par-ci par-là, c'est pas non plus la plupart. Pas du tout. En vrai, le syndrome prémenstruel, ça concerne à peu près 80% des femmes. Après, la plupart, heureusement, ils ont pas des symptômes aussi vénères, mais il y en a quand même 30% d'entre elles qui ont des symptômes assez violents et qui vont perturber leur vie quotidienne. Et sans en dire trop, vous verrez dans la prochaine partie qu'il existe même une troisième catégorie, encore plus rare et encore plus dévastatrice. Bref, ce syndrome prémenstruel, qui arrive en général quelques jours avant les règles, il peut aussi entraîner des troubles de comportement ou même d'humeur. Que ce soit être anxieux, nerveux, irrité, agressif, émotif, avoir des sautes d'humeur. Bref, c'est normal avec les règles du coup d'avoir ces alternances ou ces montagnes russes émotionnelles et que les hommes ne vivent pas et où dans leurs émotions c'est beaucoup plus stable dans le temps, même s'ils peuvent avoir aussi des hauts et des bas mais qui sont pas liés aux règles bien sûr. Et justement ce syndrome prémenstruel, il est en vrai à l'origine de pas mal de stéréotypes voire même de maltraitance des femmes. D'ailleurs pour l'anecdote, le mot utérus, il vient du mot grec hystéron et c'est de là aussi que vient le mot après hystérique. Et en tout cas durant l'Antiquité, le syndrome prémenstruel était carrément associé à la folie. En fait, dans plusieurs religions, ça va plus loin puisque les femmes qui ont leurs règles sont carrément considérées comme impures. C'est vraiment écrit noir sur blanc sur les textes en question. Et à plusieurs époques, des gens ont même cru que les règles étaient un peu surnaturelles, voire même maléfiques. Comme c'est du sang, ça coule du corps, c'est bizarre. En attendant, encore aujourd'hui au Népal, il existe une sombre tradition, on peut le dire, appelée le Chaupadi. Il se trouve qu'en fait, les femmes sont exclues des maisons lors de leur menstruation. Elles doivent aller en isolement dans des huttes à part et généralement, ce sont des cabanes insalubres. Elles sont alors exposées à des dangers qui sont même parfois mortels, ou des températures extrêmes, du feu, des serpents, des chiens errants, ou même des agresseurs. Par exemple, en 2019, une Népalaise de 21 ans a été envoyée passer la nuit dans une cabane. Mais il faisait si froid qu'elle a allumé un feu, sauf que, comme elle savait pas trop faire, les fumées l'ont tuée par asphyxie. On n'a pas besoin d'aller si loin. Même en France, en fait, même encore aujourd'hui, les règles sont encore un sujet tabou. Et jusqu'en 2017, par exemple, les publicités utilisaient du liquide bleu pour représenter le sang. Sauf que du coup, là on se dit, ça va, c'est juste un peu élégant, c'est pas grave et tout, sauf que non. En fait, pas mal de garçons, à cause de ces pubs qui sont diffusées, pensent que les règles des femmes sont bleues. En même temps, ils peuvent pas savoir s'ils en ont pas vu de leurs propres yeux, quoi. Après, ça va, les choses ont un peu évolué et aujourd'hui, les pubs utilisent du liquide rouge. Mais en réalité, là encore, même les règles, elles peuvent être de plusieurs couleurs. Ça peut être du rouge foncé ou vif, ça peut être aussi marron, ça peut être même noir, ça peut être rose clair, ça peut être orange et même gris. Et d'ailleurs, certaines couleurs vont plutôt indiquer des problèmes de santé. Et en fait, non seulement les règles, ça fait mal, mais en plus, ça coûte cher. Et là, Gustine, elle s'en rend bien compte. En moyenne, faut se le dire, mais une Française dépensera à peu près 4 000 € en protection hygiénique au cours de sa vie. Et quand même, en sachant que ce chiffre ne prend pas en compte les visites chez le gynéco, ni même le remplacement du linge taché de sang, ni même les antidouleurs pour supporter tout ça. Bref, en France, 4 millions de femmes souffrent de précarité menstruelle. C'est-à-dire en fait qu'elles ont des difficultés à se payer des protections hygiéniques. Et ça peut paraître bizarre, mais ce chiffre, il est en très très forte augmentation ces dernières années. Et ça, c'est quand même une bonne source d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça qu'en 2024, 2 députés écologistes ont fait tester un simulateur de règles douloureuses à plusieurs députés hommes, juste pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce que c'est d'avoir ces règles. Tu consens à ce que je t'inflige de manière temporaire de la douleur ? Oui, allez, pas de soucis. Oui. Et l'appareil, c'est tout simple, il se fixe sur le bas du ventre et il y a des électrodes qui vont stimuler les muscles pour tenter de recréer la douleur typique des menstruations. Estimé entre 8 000 et 23 000 €. Soit un budget mensuel pouvant aller
Et en vrai, cet appareil-là, il est quand même assez fiable parce que du coup, tout un panel de femmes qui souffrent de règles douloureuses, plus ou moins douloureuses en fait, elles ont pu valider que ces douleurs de cette machine, elles sont assez proches de celles qu'elles peuvent ressentir. À partir de là, cette machine, on l'a fait tester à des députés hommes qui ont été, quand même, on peut le dire, choqués du niveau de souffrance. C'est bien cette expérience parce que ça nous permet de mieux se mettre à la place. Non mais c'est horrible. Et encore, ça c'était juste la douleur au niveau du ventre, mais ils n'avaient pas tous les autres symptômes. Il y a quelques mois, Lena Situation a fait tester ce simulateur à plusieurs influenceurs. Oh, c'est Major Laser là qui fait un concert dans le ventre. Si vous voulez mon avis, je pense que ce genre d'appareil, ça peut être utile de le faire tester en fait à tous les garçons et à tous les hommes pour leur permettre de mieux se représenter ce que ça fait aussi d'avoir ça et qui concerne la moitié de l'humanité, faut pas l'oublier. Toutes les femmes n'ont pas des règles douloureuses évidemment, mais on peut faire tester différents niveaux de douleur. D'ailleurs, quand on souffre justement à cause des règles, faut pas hésiter à en parler à son médecin. En fait, le fait d'avoir des règles douloureuses, c'est pas un mal nécessaire et le fait d'avoir mal, c'est pas forcément normal ni même acceptable. Ce que je veux dire, c'est que si vous souffrez, ça veut pas dire que c'est normal et n'hésitez pas à les consulter parce que peut-être il y a un problème sous-jacent et ça c'est difficile de s'en rendre compte. Surtout que les règles, elles peuvent être encore plus douloureuses à cause d'un trouble bien particulier. Et justement, on y vient. Dans certains cas, le syndrome prémenstruel, vous savez dont on a parlé, il peut prendre une forme encore plus sévère. Et là, on va alors parler de troubles dysphoriques prémenstruels. Et il se trouve qu'on a une certaine Blandine qui raconte son expérience avec ce trouble. Elle, au début, elle pensait juste qu'elle avait un syndrome prémenstruel classique. Mais les symptômes ont empiré au fil des années. Et elle a alors erré de médecin en médecin, sans que du coup, ils reconnaissent ce trouble, sans qu'ils comprennent, sans qu'ils soient compréhensifs, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin l'un d'eux qui pose enfin le bon diagnostic. Et ce trouble peut prendre des proportions alors dangereuses. Par exemple, en 2023, Blandine a disparu pendant des heures sans rien dire à personne. Et à ce moment-là, elle avait la certitude qu'elle allait mourir sans comprendre pourquoi. En fait, c'était comme si son cerveau était débranché et que quelque chose la contrôlait. Assez flippant quand même, on est d'accord. En tout cas, le trouble dysphorique prémenstruel, il est imprévisible et il est très mal compris. En fait, il est même aussi assez difficile à repérer et à diagnostiquer. Bon, vous voyez là de son côté, Gustine, elle est dans sa vingtaine. Comme les filles dans son cas-là, elle ne comprend pas pourquoi elle souffre autant. Sachant que, en termes de stats, c'est à peu près 8% des femmes qui sont atteintes du trouble dysphorique prémenstruel. Donc, en vrai, ça veut dire que c'est fréquent. Parmi toutes les femmes que vous avez vues ou que vous côtoyez, il y en a quelques-unes au moins qui ont ce trouble-là, mais qui n'en parlent pas après forcément, donc on peut pas le savoir. Et d'ailleurs, même elles ne le savent même parfois pas parce que du coup, elles n'ont pas posé un mot dessus. Et il faut se dire, mais les symptômes sont beaucoup plus graves et violents que pour le syndrome prémenstruel. Par exemple, durant les crises, les personnes deviennent facilement irritables ou même colériques. Leurs émotions partent dans tous les sens, avec un mal-être profond et même soudain. Elles mangent parfois trop ou elles ont des envies compulsives de certains aliments spécifiques. Elles peuvent aussi avoir des troubles du sommeil. Et souvent, elles perdent tout intérêt pour les activités de la vie quotidienne. En plus de se sentir débordées, désespérées ou même sans énergie, anxieuses, nerveuses, et j'en passe. Elles peuvent aussi déclencher des crises de panique. Certaines tombent carrément en dépression grave au point d'avoir des idées noires. Et ce qui fait que sur toutes ces femmes atteintes du trouble dysphorique prémenstruel, à peu près 1 sur 6 a essayé de mettre fin à ses jours. Et c'est le cas d'une certaine Priscilla. Imaginez, 2 semaines par mois, j'ai la sensation qu'un interrupteur s'éteint en moi. Tout devient gris dans ma tête. Je bascule dans la tristesse et la dépression, je suis en état de survie. Ma personnalité change littéralement. Avant, je suis joyeuse, sociable, motivée, pleine d'ambition et de projets. Et là, je deviens paralysée par l'anxiété et la fatigue, secouée par de violentes crises de larmes, submergée par une détresse abyssale. J'ai la sensation de nager en apnée, sans jamais pouvoir reprendre mon souffle. Isolée dans mon lit, c'est la fin du monde. Au point d'avoir fait 4 tentatives de suicide. Faut quand même s'imaginer, c'est énorme dans son cas, c'est la moitié de sa vie. 2 semaines sur un mois, c'est la moitié quoi. Où elle a plus l'impression d'être elle-même. Et là, son entourage forcément ne la comprend pas. On la sort de son lit de force, on la traite de fainéante. Sauf que c'est toute la difficulté en fait de ce trouble qu'on ne voit pas. Bref, de manière générale, les règles douloureuses, c'est un handicap partout. Que ce soit au travail, à l'école, au loisir, au sport, dans les sorties, dans les relations, intimes ou pas. En fait, à cause des douleurs, mais aussi à cause de l'angoisse qu'on puisse voir du sang ou d'autres trucs. Comme pour Augustine. Et même, en fait, ce trouble de dysphorie prémenstruelle, vous voyez, il amène une couche de discrimination, mais supplémentaire. Par exemple, en 2018, une Américaine a fait une tentative de suicide à cause de ce trouble. Et là, peu après sa tentative, de retour à son travail, son employeur lui a même mis un avertissement à cause de son absence. Elle, elle a fini par quitter cet emploi, car la situation ne s'était pas améliorée. Ce qui fait que c'est d'autant plus dur que lorsqu'elle parle de ce trouble en entretien d'embauche, elle n'est jamais recrutée. Alors, forcément, elle a arrêté d'en parler, mais ça ne l'empêche pas de continuer à le vivre. Ce qui fait qu'elle a fini par occuper que des temps partiels qui lui offrent
offre un petit peu plus de flexibilité. Bref, vous l'avez un peu compris je pense, mais la majorité des femmes qui souffrent de ce trouble, elles ont quand même du mal à garder un job quoi, ou même à poursuivre une carrière. Et ce qui fait que, hélas, elles finissent par abandonner leurs rêves. Par exemple, une proposition de loi pour instaurer un congé menstruel en France a été proposée en 2024. Et l'idée, c'était là tout simplement d'avoir un jour par mois pour se reposer en cas de règles trop douloureuses. Mais bon, dans les faits, en fait, une majorité des députés ont voté contre. Ma carrière professionnelle a été longue et je dois dire que je n'ai jamais rencontré au cours de ma carrière aucune de mes collègues qui se soit arrêtée systématiquement pour cause de règles douloureuses. Je ne remets pas en cause les témoignages qui ont été faits ici, parce qu'effectivement, cela existe, mais ça n'est pas, je veux dire, quelque chose de très courant. Même s'il y a quand même certaines entreprises qui ont mis en place des congés menstruels, et ça c'est juste à leurs frais. Écoutez, je pense que du coup il est temps de passer à notre ultime étape pour parler de l'endométriose. Alors, pour une certaine Bibi, de son surnom, l'endométriose, elle est apparue dès l'adolescence. Et elle se souvient de ses vacances d'été à morfler pendant que les autres s'amusaient. Elle ratait au moins 3 jours d'école par mois, et elle voyait bien qu'elle était quand même la seule fille à souffrir autant. Quand elle allait voir sa gynécologue, elle lui disait que c'était normal à cet âge, que ça allait se calmer. Sauf qu'au contraire, avec le temps, Bibi souffre de plus en plus le martyre, malgré tous les médocs qu'elle peut prendre. Elle passe alors des jours ou même des nuits complètement paralysée par la douleur. Et parfois, elle vomit et elle tombe dans les pommes, tant c'est soudain et c'est violent. Ce qui fait que après le lycée, Bibi choisit une formation à distance et là elle arrête d'aller aux soirées. Finalement, elle découvre alors qu'elle est atteinte d'endométriose. Alors faut se le dire, mais l'endométriose, ça se déclare avant 20 ans dans la moitié des cas, mais le diagnostic n'est généralement pas posé avant l'âge de 35 ans en moyenne. Ça veut dire que pendant peut-être une quinzaine d'années, il y a une errance médicale où on sait pas trop. Et ça c'est le cas de Gustine, parce que après des années à souffrir, elle apprend enfin qu'elle est atteinte d'endométriose. Mais cette maladie peut aussi apparaître plus tardivement, notamment à cause de certains polluants comme le PFAS qui contaminent le corps. Les PFAS ou PFAS, vous savez, c'est ce qu'on appelle les polluants éternels qui sont notamment dans les poêles en téflon ou alors dans certains maquillages. Mais bon, pour en revenir à notre endométriose, faut pas s'imaginer, contrairement à la plupart des ça fait quoi, où généralement c'est un truc très très rare, parce que là ça concernerait a priori 10% des femmes menstruées. Alors, les principaux symptômes, ce sont des douleurs intenses au moment des règles. D'ailleurs, ces symptômes peuvent être présents en permanence chez certaines femmes. Et donc, faut imaginer des crampes violentes qui partent du bassin et qui peuvent irradier vers le dos, les abdos ou même les cuisses. Il peut y avoir aussi des problèmes de digestion ou même des diarrhées, des vomissements, des bouffées de chaleur, des vertiges et des maux de tête. Et des crises encore plus intenses peuvent survenir n'importe quand. Et elles peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Même dans certains cas, ça dure encore plus longtemps. Et tout ça peut avoir évidemment des conséquences très lourdes sur la santé mentale. Et sachant qu'au quotidien, bien entendu, c'est un vrai calvaire. Chaque cas d'endométriose étant unique, c'est difficile de décrire une journée type. Ça évolue aussi par période. Mais je pense qu'on peut dire que ça ressemble à des montagnes russes. Réveil difficile, inflammation, problèmes gastro-intestinaux et urinaires. Douleurs pendant ou après les relations sexuelles. Douleurs diffuses qui irradient, douleurs soudaines qui coupent le souffle, fatigue chronique. On peut ajouter à cela le stress lié à l'incompréhension des proches, le jugement des collègues, les défis dans les couples, etc. En fait, concrètement, il se trouve que l'endométriose, ça peut faire pousser des kystes ou des nodules. C'est-à-dire en fait des sortes de petites tumeurs, des petites excroissances en fait, pour faire simple. Et ils vont alors se former sur différents organes autour de l'utérus. Et ils peuvent alors provoquer une réaction inflammatoire qui peut entraîner des plaies et même des cicatrices internes. Mais il se trouve que l'endométriose provoque aussi de l'infertilité dans environ la moitié des cas. Après, ça veut pas dire que vous n'avez pas d'enfant, mais ça peut devenir très difficile, voire impossible d'avoir un enfant. Mais aussi de très rares cas d'endométriose pariétale ont été recensés. Et en gros, en fait, là, la maladie se déplace au niveau des abdos et s'attaque à ce qui est autour. Et là, des saignements peuvent alors se produire au niveau du nombril. Certaines femmes qui souffrent d'endométriose réussissent malgré tout à tomber enceinte. Et d'ailleurs, spoiler, c'est assez fou, mais il se trouve qu'elles ont trouvé leur accouchement bien moins douloureux que l'endométriose. Alors que l'accouchement, c'est quand même l'une des pires douleurs possibles. Et les souffrances de l'endométriose n'ont pas vraiment de limite. Elles peuvent empirer jusqu'à parfois atteindre même des conséquences tragiques. Par exemple, Jambi Koikai, c'était une animatrice radio et DJ atteinte d'endométriose. Et elle, dès l'âge de 13 ans, elle a connu une douleur atroce qui accompagnait ses règles. Elle comprenait pas évidemment et puis elle a fini par s'habituer entre guillemets et son état d'ailleurs s'est aggravé au fil des ans jusqu'à entraîner des complications et en 2015 son endométriose a attaqué ses poumons. Parce qu'en effet en fait dans des rares cas la maladie peut se manifester dans les poumons et même dans le cerveau et même dans la peau. Et là ça a été le cas de Gustine qui n'est vraiment pas gâtée quoi.
Bref, en tout cas, Jambi a été admise dans un hôpital spécialisé aux États-Unis pour suivre un traitement coûteux. Mais le problème est réapparu plusieurs fois au cours des années suivantes. Et elle a dû subir au total près de 20 interventions chirurgicales, avec des souffrances hélas toujours plus grandes. Il se trouve que Jambi n'avait même pas assez de mots pour décrire sa douleur quand on lui demandait. En fait, sa maladie a ravagé son corps en attaquant aussi son utérus, ses intestins et même ses ovaires. Et finalement, elle est décédée en 2024 à 38 ans à la suite de complications de son endométriose. Alors heureusement pour Augustine, qui aussi est allée à l'hôpital, il se trouve que son traitement à elle a fonctionné et que du coup ça a pu lui permettre d'échapper à la catastrophe, heureusement. Bon, en tout cas, les femmes atteintes d'endométriose ont un peu plus de risque de mourir avant 70 ans. Et puis actuellement, il n'existe pas encore de traitement pour guérir de ça. Mais il existe quand même des solutions pour limiter les symptômes. Donc dans tous les cas, au moindre doute, allez voir un médecin qui s'y connaît. De trouver en fait le bon médecin qui va comprendre ça et qui va pas nous dire que c'est juste dans notre tête, quoi. Mais il faut un peu s'accrocher et on peut finir par tomber sur le bon. Et bien en tout cas, voilà la Poiscaille pour ce crescendo en fait des pires douleurs pour les règles. Si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Bref, en tout cas, je pense pour les hommes, du coup, ça peut les aider en fait à être un peu plus compréhensifs. Qu'ils n'hésitent pas aussi, du coup, s'ils ont une compagne, à essayer d'avoir une application ou alors un truc qui leur permet de savoir quand elle va avoir ses règles, surtout quand celles-ci, du coup, sont un peu plus douloureuses ou qu'elle va avoir des syndromes prémenstruels, de sorte à ce qu'ils comprennent et que du coup, ça leur permette d'anticiper leurs réactions et pas être pris au dépourvu. Et pour conclure sur une dernière anecdote, il faut savoir que les femmes font plus de cauchemars lors de leur menstruation. Ça peut paraître assez fou, mais c'est le cas. En fait, les changements dans leur corps entraînent des rêves plus intenses, plus étranges et aussi plus perturbants. Si la thématique des rêves vous intéresse, sachez que ma saga Noisuli est entièrement dédiée à ça en tout cas. Mais elle sortira qu'à la rentrée. À la prochaine!